Hein, on peut dire quelques mots puisqu'on va découper la rencontre et l'entrée dans ce thème extrêmement vaste et riche et passionnant du génie au tout à l'ego. Donc ce soir on va être un peu formel puisqu'on va faire deux exposés, voilà, bien, comment dire, bien tassés. Bien pudding. Bien pudding, vous allez... Voilà, vous aurez du lourd. Vous aurez du lourd. Et donc je vais commencer tout ça. Jean-Philippe va me suivre après. Et j'aurais envie de dire quelques mots sur ce qui a amené un peu l'envie, le désir de travailler sur ce thème, puisque c'est un thème qui... comment dire, est un peu un risque. C'est pas évident d'aborder le thème du génie, qui est un thème qui peut fasciner, qui peut passer aussi pour une forme de provocation, parce que quand même, s'attaquer à la question, c'est quelque chose. Hein. Alors, rassurez-vous, on n'a pas les réponses. Enfin, moi, je ne prétends pas avoir la réponse sur ce que c'est que le génie. Surtout pour le premier séminaire, je vais cheminer sur la question, enfin, dans ce thème, à mon rythme. Hein. Je vais juste amener quelques éléments de réflexion, quelques repérages que j'ai faits à ce propos, que je vais vous soumettre, qui sont des hypothèses, parce que je pense qu'on peut dire que c'est un thème qui réclame une certaine forme d'humilité pour le penser. Voilà. Et une prudence aussi, parce que c'est un thème où j'ai envie de dire, il faut y aller un petit peu doucement. Moi, je vais surtout ce soir commencer à positionner, si vous voulez, la question de l'ego, hein, puisque c'est quand même un des versants du thème qu'on a mis en opposition, bien sûr, avec le génie. On polarise aux extrêmes, hein, vous voyez, c'est du génie au tout à l'ego, carrément. Hein. Ce qui, moi, m'a donné envie un petit peu d'en découdre avec cette thématique, c'est sur un double plan. Le plan, je dirais d'abord que ce qui m'a alerté, c'est le plan de la galériste. C'est dans ce vécu de galériste que je partage avec le vécu côté court de la psychanalyste, où j'ai été alertée par une certaine propension, tendance, actuelle, que je trouve assez actuelle, mais qui n'est certainement pas, actuelle au sens d'il y a 2 ou 3 ans, qui est actuelle. Quand je dis actuelle, c'est dans l'actuel, c'est-à-dire que ça peut avoir 10, 20 ans déjà. Hein, voilà. C'est-à-dire que c'est là, c'est dans le champ social, d'une certaine forme de revendication de l'être, voilà, déjà. C'est-à-dire être quelqu'un, c'est une question, enfin c'est une façon de parler de soi, qui est devenue quasiment, j'allais dire, très courante, et surtout d'être à partir d'un rapport à l'ego, c'est-à-dire à l'image de soi. C'est-à-dire pour être, pour exister, pour revendiquer une identité, de plus en plus souvent, il y a ce recours à quelque chose de l'ordre de l'image. Voilà. On s'identifie, c'est-à-dire à quelque chose d'extérieur à soi, et qui sert de support, quasiment, d'assise, bien sûr narcissique, employant les grands termes, mais qui vient, comment dirais-je, qui est sensible aussi dans le champ artistique, de plus en plus, c'est-à-dire quelque chose où tout d'un coup, les artistes, par exemple, se présentent, bon, ça fait partie du vécu de la galériste, en disant, voilà, je vous montre mon travail, voilà, et quand on demande d'en dire un peu plus sur la genèse, le désir, l'œuvre, enfin bon, mais c'est moi. Voilà, je vous montre ça. Écoutez, je peux rien dire d'autre. Écoutez, c'est très singulier. Bon, alors évidemment, tout le monde peut dire d'une œuvre ou d'un travail que c'est très singulier. Mais ce qui revient surtout, c'est moi. Ce qui me vient à l'esprit aussi en parlant de ça, c'est cette anecdote dont vous avez peut-être entendu parler. Je crois que c'est en 2007. Une femme a été prise d'une sorte d'élan, disons, à propos d'une œuvre qui était un tableau de Tombly au cours d'une exposition, et elle a été irrésistiblement attirée au point qu'elle l'a embrassé
donc ce tableau le problème c'est que c'était une œuvre totalement blanche, et que donc elle a laissé une trace de rouge à lèvres, une sorte de signature, voilà, on ne pouvait pas mieux faire. Et quand on l'a interrogée sur son élan, cette espèce d'étrange mouvement qu'elle avait eu, elle a dit ça, elle a dit, écoutez, cette œuvre, ce tableau, enfin, c'est moi. Voilà. Et c'est moi, c'est revenu au point qu'elle fasse corps quasiment, comme ça, avec l'œuvre. Bon. Alors évidemment, ça a fait tout un scandale, tout un battage médiatique autour de ça, mais ce qui est quand même intéressant, c'est que ce moi, c'est moi, voilà, revient comme, comment dire, comme une sorte de carte de visite. Voilà. Troisième alerte. Enfin, c'est comme ça des alertes qui sont intéressantes, des remarques qui sont d'ailleurs un petit peu symptomatiques. Ça, c'est un terme que j'ai envie d'employer à ce propos. Parce que mon but à moi n'est pas de dénoncer ces conduites, évidemment, c'est pas du tout mon propos, mais c'est plutôt de faire un repérage en termes symptomatiques. Voilà, c'est plutôt le terme qui nous vient à l'esprit. C'est symptomatique, il y a des choses comme ça qu'on voit, qui se répètent et qui ont un certain lien, des comportements qui ont un certain lien entre eux. Voilà. Donc le c'est moi, je le remarque aussi, dans le champ plus large des réseaux, du politique, pas seulement du champ artistique, plus largement, où, comment dire ça, par exemple, on épingle quelqu'un en disant « mais vous avez dit cette phrase ». Voilà, c'est de plus en plus courant. C'est pas vous avez fait une déclaration, c'est pas vous avez écrit un livre, c'est vous avez dit cette phrase. Et on dirait d'ailleurs que quand on fait remarquer à la personne qu'elle a dit cette phrase, ça peut être un journaliste, un intervieweur, ouais, tout d'un coup, on sent une pointe d'épinglage, évidemment, comme si on sous-entendait par là que la personne qui a dit cette phrase, tout d'un coup, serait caractérisée tout d'un coup par ce dire, là, précisément. Et ça crée comme une espèce de, c'est exactement, excusez-moi du terme, mais le pétard de Clinton, voilà. Le pétard de Clinton, souvenez-vous, où tout d'un coup, dans sa jeunesse, il a voilà, le bonheur ou le malheur de s'adonner à ça, à rouler un pétard et à fumer un pétard, et ça va le suivre toute sa vie. Voilà. Tout d'un coup, on s'aperçoit qu'un comportement, qu'une phrase, voilà, vient faire comme un poinçon, il n'y a pas d'autre terme, une sorte de label identitaire, voilà, qui épingle comme ça les individus. Bon, c'est quand même remarquable. Enfin, ça pose question, si vous voulez, parce que il n'y a pas si longtemps que ça, quand on voulait en découdre avec quelqu'un, comment dire, à propos d'une idée, d'un débat, etc., dans les échanges verbaux, on n'hésitait pas à citer le nom de quelqu'un. D'accord ? C'est-à-dire à dire, un tel a dit que... voilà, les noms propres étaient très en avant, et on osait dire, un tel a dit ça. Voilà. Bon. Et c'est devenu vaguement politiquement incorrect de mettre en cause le nom propre. Ça ne se dit plus. On est plutôt dans l'interpellation frontale avec « vous avez dit ça ». Voilà. Si vous voulez. Donc il y a quelque chose là, si vous voulez, où ce qui a pris le devant de la scène, ce qui vraiment est très en avant, c'est ce que j'appellerais l'imaginaire, le registre imaginaire. Voilà. C'est-à-dire le registre des images, en fait. Et donc, on entend, si vous voulez, que quand quelqu'un est épinglé de cette manière-là, ça va fixer son image. Voilà. Ça va lui tailler le portrait, comme on dit, ça va lui tailler un costume, voilà. À peu de frais, je veux dire, parce que c'est très facile maintenant de le faire. Vous voyez que, bon, je ne vais pas m'étendre sur Internet, les réseaux sociaux, etc., mais c'est de plus en plus le cas. On peut faire circuler une image, tout simplement, et la coller à quelqu'un, voilà. Ou extraire, comment dire, une scène, une séquence, une phrase, une image, et tout d'un coup, j'allais dire, la produire comme une pièce dans un dossier, voilà, et la ressortir, voilà. Donc, alors, mon préambule est un peu long, mais c'est toutes ces petites comme ça, ces petites pointes, vous voyez, d'observation, bon, qui, quand même, m'ont donné envie, enfin, dont on discute avec Jean-Philippe, parce qu'on peut dire qu'on est en contact, comment dire, d'échange là-dessus, si vous voulez,
donner envie d'aller un peu plus loin sur le sujet. Alors, je vais être un tout petit peu, comment dire, par moment, je vais faire des rappels, par exemple, sur le stade du miroir. Voilà, je vais faire des rappels sur la constitution imaginaire de l'individu, du sujet, si vous voulez, hein, mais non dénué de son accroche dans le symbolique. Parce que justement, dans ce qu'on appelle le stade du miroir, hein, il y a une identification du sujet, d'accord, à son image, si vous voulez, mais non pas sans référer à l'ordre symbolique, justement. C'est-à-dire qu'un sujet ne se constitue pas uniquement à partir d'une image dans sa genèse. Hein. Voilà, sinon c'est la psychose, justement. Donc, dans cette histoire de stade du miroir, il y a toujours, en arrière-plan, intriqué, articulé le registre de l'imaginaire, du réel et du symbolique. Bon, pour reprendre la triade lacanienne dont vous avez peut-être entendu parler, mais je ne vais pas vous rebattre les oreilles avec ça, je vais essayer d'être concise et claire, hein, évidemment. Après, on aura le temps, si vous voulez, d'éclaircir certaines questions si ça vous paraît un peu obscur. Dans la mesure de mes possibilités, je tâcherai d'y répondre. Alors, avant d'entrer dans le stade du miroir, je vais vous lire un morceau assez savoureux d'un texte de Virginia Woolf qu'on trouve dans Orlando, à propos justement du moi. Alors, on est en plein dans le sujet. Alors, c'est donc à la fin d'Orlando, où Orlando rejoint le XXe siècle. Bon, c'est une histoire où c'est un personnage androgyne, qui était une femme qui devient un homme, d'accord, et qui voyage à travers le temps, qui passe du 15e au 20e siècle comme ça, c'est assez extraordinaire. C'est une fiction de Virginia Woolf que je vous recommande de lire si vous ne l'avez déjà fait. Donc, au bout, alors elle est en train de rejoindre le XXe siècle, le temps presse, parce qu'il y a l'horloge qui lui indique qu'il faut qu'elle se presse. Donc au bout de 20 minutes, le corps et l'esprit n'étaient plus que des petits morceaux de papier déchiré qu'on fait tomber d'un sac dans le vent. Et à vrai dire, la sortie de Londres en automobile à une allure rapide ressemble si fort au déchiquetage de la personnalité qui précède l'inconscience et peut-être la mort, qu'on peut se demander dans quel sens Orlando était réellement vivante à cet instant. En vérité, nous aurions dû abandonner à tous les vents une Orlando complètement dissociée. Si, au même moment, un écran vert ne s'était enfin levé à droite de la route, de ce côté, les petits morceaux de papier ralentirent leur chute, puis l'écran se dressa à gauche, et l'on put voir tous les morceaux d'eux-mêmes pirouetter dans l'air. Enfin, les écrans verts se dressèrent de façon continue des deux côtés de la route. Donc en fait, Orlando est décrite en prise avec une espèce de dissociation du moi, où il y a un miroitement comme ça qui s'opère, une espèce de fragmentation moïque, on pourrait dire, qui s'arrête, qui se stoppe au moment où le paysage, donc les deux espaces verts, ces deux champs, se situent et arrivent à repérer, si vous voulez, quelque chose d'elle. Elle n'est plus dans le décor complètement, si vous voulez. Ça stabilise quelque chose. Ah oui, alors, c'est assez drôle parce que enfin, les écrans verts se dressèrent de façon continue. L'esprit d'Orlando regagna l'illusion de contenir en soi tous les objets. Et bientôt, elle vit une ferme, sa cour et 4 vaches, tous précisément grandeur naturelle. Ça, c'est tout à fait woolfien. C'est-à-dire qu'on a quelque chose d'extrêmement, comme ça, métaphysico-poétique, etc. Et tout d'un coup, boum, un retour à la réalité, toujours très prosaïque, qui d'ailleurs fait la saveur de son style. Alors, ensuite, car elle avait un peu plus loin, oui, vous allez voir, elle décrit donc ce qui lui arrive, donc Orlando décrit ce qui lui arrive. « Viens, viens, je suis malade à en mourir du mois présent, j'en veux un autre. » De là les variations étonnantes que nous remarquons chez nos amis. Mais ces changements ne vont tout de même pas sur des roulettes, car l'on peut dire comme Orlando, qui se trouvait au plein air dans la campagne et avait sans doute besoin d'un autre moi. Orlando, mais ne pas voir l'Orlando désiré, ces moi dont nous sommes bâtis et qui sont empilés l'un sur l'autre comme les assiettes aux mains de la garçon de café, ces moi ont tous des attachements ailleurs, des sympathies, de petites constitutions et des droits. Donnez à ces liens le nom qu'il vous plaira, et pour beaucoup il n'y a pas de nom, si bien que l'un viendra seulement s'il pleut, un autre si la pièce où vous vous trouvez a des rideaux verts, un autre si Mrs. Jones n'est pas là, un autre si vous pouvez lui promettre un verre de vin, et ainsi de suite. Chacun peut multiplier d'après sa propre expérience les différents contrats qui le lient à ces différents moi, et dont certains d'ailleurs sont trop follement ridicules pour qu'on puisse les mentionner par écrit. Un peu plus loin.
car elle avait une grande variété de moi à qui faire appel, beaucoup plus que nous n'avons pu en montrer dans un espace limité, puisqu'une biographie est regardée comme complète lorsqu'elle rend compte simplement de 5 ou 6 mois, tandis qu'un être humain peut en avoir autant de 1000. À ne choisir que dans les mois qui ont trouvé place dans ce livre, Orlando, à cet instant, aurait pu appeler le jeune garçon qui faisait rouler d'un revers d'épée la tête de nègre. Ça, c'est tout ce qu'elle a vécu dans le roman. D'accord ? Donc, elle peut appeler tous les mois, si vous voulez, qu'elle a traversé pendant toutes ces aventures qu'elle a vécues du 15e au 20e siècle. Donc, elle aurait pu appeler le jeune garçon qui la rattachait, le jeune garçon assis au sommet de la colline, le jeune garçon qui avait vu le poète, le jeune garçon qui avait tendu à la reine la coupe de rose. Elle aurait pu évoquer encore le jeune homme amoureux de Sacha, ou le courtisan, ou l'ambassadeur, ou le soldat, ou le voyageur. Elle aurait pu encore demander à la femme de venir vers elle, à la bohémienne, à la grande dame, à l'ermite, à la jeune femme amoureuse de la vie, à la patronne des lettres, à la femme qui s'appelait Mare, etc., etc., etc. Oui, bon. Donc en fait, Woolf a mis, si vous voulez, en scène dans sa fiction, un personnage qui prend toutes les facettes et qui passe, si vous voulez, par des centaines d'identifications. C'est assez fascinant. Vous savez que Virginia Woolf avait justement, et c'est ça qui est tout à fait passionnant dans Orlando, de faire le rapport entre la problématique, comment dirais-je, mélancolique de Virginia Woolf et bien sûr sa pathologie narcissique, parce qu'elle était régulièrement atteinte, comment dire, de dépression et de phase maniaque qui suivaient les dépressions. Enfin, bref, en gros, si vous voulez, je ne vais pas vous faire un exposé là-dessus, mais elle écrivait un livre et tant qu'elle était dans l'écriture de son livre, elle était tenue par l'histoire qu'elle racontait. Bon, et en général, quand le livre était fini, et surtout quand il passait à la publication, elle amorçait une phase dépressive, tout le temps. C'était très régulier, c'était extrêmement cyclique. Voilà. Bon. Donc en fait, si vous voulez, tant que elle était en contact avec sa fiction et le fait de pouvoir tramer une histoire, elle tenait le coup. Et elle s'effondrait, typique, mais vraiment cycliquement, après chaque mise au monde, après chaque publication. Bon. Elle était, comment dirais-je, bien en peine, car elle avait en effet un défaut d'identification, de structure, c'est-à-dire, comment dire, dans sa formation psychique, voilà, il y avait un défaut d'identification justement dans le miroir, qui est vraiment très, très, comment dire, repérable dans son histoire. Donc, si vous voulez, là où elle était, comment dire, troublée, c'est qu'elle ne pouvait pas s'assurer d'elle-même, justement. C'est-à-dire qu'elle était bien en peine, et elle avait comme une sorte de trou identificatoire. Donc, en fait, elle n'avait pas ce qu'on pourrait appeler un ego, comment dire, suffisamment stable et installé pour pouvoir se repérer et s'identifier. D'accord ? Donc, on a souvent dit d'elle qu'elle était narcissique, qu'elle était extrêmement narcissique, comment dire, que dès qu'elle n'était plus regardée, dès qu'on ne parlait plus d'elle, comment dire, au milieu de ses amis, dans son groupe d'amis, ou bien dès qu'elle sentait qu'il y avait tout d'un coup une absence de critique ou un silence qui suivait la sortie d'un de ses romans, elle était très perdue, très angoissée, très mal avec elle-même. Voilà. Parce qu'il fallait qu'on continue de parler d'elle, si vous voulez. Il fallait qu'il y ait de l'écho. L'écho, si vous voulez, faisait relais par rapport à son vacillement identitaire. Tout d'un coup, elle se mettait à exister du fait même qu'on parle d'elle. D'accord ? Donc c'est tout à fait intéressant par rapport à cette question de l'ego. Car Woolf n'a jamais pu, en quelque sorte, s'identifier à son propre reflet. Alors c'est là que je veux en venir. C'est que ça glisse, si vous voulez. C'est que, oui, elle peut considérer qu'elle est ça, mais aussi qu'elle est ça, mais aussi qu'elle est ça, mais aussi qu'elle est ça. Vous voyez, c'est toujours labile. Ça fuit, c'est fuyant, ça glisse. Voilà. Donc c'est tout à fait intéressant par rapport justement à la fixité symptomatique, si vous voulez, que je décrivais au tout début, tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on y tient à son ego, et on s'y cramponne, et on s'y, j'allais dire, qu'on s'y fixe, d'accord ? Et on a bien du mal à en sortir. C'est-à-dire que tout ce qui vient contredire une base psychique qui s'est constituée, ou qui prétend exister à partir uniquement de l'ego, c'est comment dire, c'est ennuyeux parce que le moindre coup d'épingle, si vous voulez, la moindre
remise en question, comment dire, par rapport à une situation où tout d'un coup quelqu'un va être contrecarré, ou quelqu'un va être critiqué, ou quelqu'un va être en désaccord, tout simplement. Hein. Donc ne pas se trouver reflété, en quelque sorte, eh bien, ça peut poser problème. Hein. Ça vient, ce qu'on appelle, vous connaissez certainement cette expression de la blessure narcissique, de la fameuse blessure narcissique, qui vient tout d'un coup frapper, hein, et qui peut faire très mal. D'accord, jusqu'à dégonfler un sujet d'ailleurs. Hein. Et il va se sentir tout d'un coup plus rien, puisque, comment dire, un coup d'épingle peut tout à fait, si vous voulez, le désinvestir, comme on dit, moïquement. Il n'y a plus personne. D'accord, bon, parce que son reflet, tout d'un coup, n'existe plus. Hein. Il est démenti. Voilà. On lui oppose un démenti, si vous voulez. Alors, c'est embêtant, parce que justement, avec cette histoire de reflet, hein, c'est-à-dire d'accrochage dans l'ego, l'individu, si vous voulez, est quand même sommé, hein, c'est l'ordre de la performance, puisque on lui demande quelque chose de l'ordre de la, comment dirais-je, d'une existence vouée à être performant. Hein, c'est d'ailleurs le mot d'ordre qu'on entend un peu partout, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit d'être en défaut. Il n'y a pas de faille dans cette histoire. Hein. Tout est plein, tout le temps. Il n'y a pas de manque. Un individu est censé d'ailleurs ne manquer de rien. Hein. C'est lisse, c'est rond, c'est plein. C'est le mot d'ordre que vous pouvez entendre résonner partout, dans les entreprises, partout. Hein, voilà. Dans les journaux, dans les magazines, vous pouvez voir ça. C'est vraiment, comment dire, un discours qui est devenu extrêmement courant. D'ailleurs, qui est tellement, comment dirais-je, une ritournelle, qu'on n'y fait plus attention. Mais enfin, c'est frappant quand vous ouvrez n'importe quelle page de magazine, il y a comment dire, il faut être bon partout, hein, c'est-à-dire qu'il y a voilà, il faut assurer partout, être bon partout, pas de faille au niveau de l'image. Voilà, c'est vraiment, bah, évidemment, j'exagère un petit peu, c'est-à-dire qu'on peut s'en détacher, on peut faire un pas de côté, on peut relativiser, etc. Mais il y a quand même des messages, si vous voulez, énoncés de cet ordre-là, hein, un peu partout, et un peu permanent, si je puis dire. Bon, donc, on est là-dedans, et alors, par rapport, si on reprend les phases du stade du miroir, on a au départ, bon, ça se passe entre 9 et 18 mois, pour tout sujet, hein, vous allez me dire qu'il n'y a pas de miroir. Ça, c'est la fameuse question qu'on pose. Mais oui, mais il n'y a pas toujours eu des miroirs. Bon, il y a toujours eu quelqu'un qui vous regardait, hein, ou bien des rivières où se baigner, hein, et des éclats de quelque chose où se refléter. Ça a toujours existé, si vous voulez. Ça, c'est pas nouveau. Donc, ça a toujours eu lieu, d'accord? Plus ou moins imparfaitement, mais ça a toujours eu lieu. Premier stade, l'enfant, donc qui est porté, on dit ça, c'est la sacro-sainte image de l'enfant porté par la mère, ou par quelqu'un qui fait office de parent, de tuteur, donc de repérage, si vous voulez, réel, hein, qui va porter l'enfant devant le miroir. L'enfant ne reconnaît pas, ne voit rien, si vous voulez, il n'y a pas de différenciation, tout est pris dans le même bloc. D'accord? Il n'y a pas de... si vous voulez, ce qu'il voit, c'est pris dans le décor. Il n'y a pas de différenciation, il n'est pas extérieur à ce qu'il voit. Voilà, le sujet. Hein. Je parle de sujet là. Deuxième stade, un peu plus tard, il va accéder à quelque chose de l'ordre du reflet, si vous voulez, d'une forme, on va dire, voilà, hein, qu'il repère, un peu mouvante, sans voir que c'est lui. D'accord? Donc il y a un vacillement, il voit une forme, voilà, mais il ne s'approprie pas cette image, il ne la prend pas pour lui. Hein, il la voit comme un autre. Voilà. C'est-à-dire que ce reflet qui est là, c'est pas lui, c'est un autre. D'accord? Troisième stade, troisième étape, il va faire... Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est-à-dire que quand il commence à distinguer que quelque chose est là, bouge, et que... Ah, est-ce que c'est un autre? Il y a un doute, et il se tourne vers la personne qui le porte pour demander, hein, l'aller-retour, c'est acquiescement que le reflet qu'il a devant lui, enfin, cette forme qu'il a devant lui, hein, qui est-ce? Voilà. Et la mère va dire, ah, c'est... Voilà. Et va le nommer. Hein, voilà, va nommer ce reflet. À plusieurs reprises, bien sûr, ça ne se fait pas en une seule fois. Bon. Et c'est là où ça se passe, tout d'un coup, il va y avoir, c'est pour ça que je parlais d'indications symboliques, il va y avoir nouage entre l'image réelle, c'est-à-dire celle de l'autre en chair et en os, donc qui est la mère ou le tuteur, l'image virtuelle, ce qu'on appelle l'image virtuelle, qui est celle du miroir, et la dimension symbolique qui va nouer l'image virtuelle
avec la nomination symbolique, c'est-à-dire le prélude, tout simplement. Hein. Donc là, il y a une appropriation possible, donc du reflet. Hein, voilà. Et à ce moment-là, ça déclenche chez le petit être une jubilation intense. Hein. De se voir, parce que tout d'un coup, si vous voulez, le sujet se vivait comme morcelé. C'était, on pourrait dire, avoir soif, avoir faim, entendre, hein, comme une enfant, si vous voulez, il était dans le réel, si vous voulez, c'est qu'il était corps vagissant, d'accord, il entendait la mère parler, ok, donc il avait affaire, si vous voulez, au monde qui lui rentrait par, si vous voulez, si je puis dire, excusez-moi, mais par tous les trous, hein, par la bouche, par les oreilles, par le regard, d'accord, et on pourrait dire qu'il était plongé dans un bain d'excitation pulsionnelle, bien sûr, et donc corps fait, hein, de pulsions désintriquées, d'accord, hein, qui jouaient, les pulsions jouaient chacune pour leur propre compte. Voilà, hein. C'était le avoir faim, le être vu, etc. Mais tout était dissocié. Hein. On appelle ça le corps morcelé au départ. Et ça, c'est valable pour tous les sujets, les nourrissons, si vous voulez. Bon. Ensuite, grâce à ce reflet repéré comme étant le sien, il va pouvoir tout d'un coup cadrer, si vous voulez, donner une enveloppe corporelle, hein, une image donc, à tout ce tas de pulsions qu'il était le temps d'avant. Et il se vivait comme tel, si vous voulez. Hein, d'accord, donc dans ce réel pulsionnel qui était le sien. Ok, donc, et là, tout d'un coup, il y a jubilation parce que, si vous voulez, il se voit comme forme entière, d'accord, dans le miroir, alors qu'on n'a jamais affaire à son entièreté. Il avait affaire au regard de l'autre. Hein, vous faites expérience dans la vie, je veux dire, vous avez affaire à la forme totale de la personne que vous regardez, mais quand vous regardez, vous êtes en même temps regardé, hein, et au moment où vous êtes regardé, dans cet échange de regard avec l'autre, c'est toujours dissymétrique. D'accord, hein. C'est-à-dire que vous perdez votre... J'allais dire, vous ne savez pas ce que voit l'autre, en gros. Hein, au moment. Vous voyez l'autre, mais vous ne savez pas ce que l'autre voit en même temps. Et la question se pose aussi pour l'autre que vous regardez en même temps. C'est tout à fait passionnant, ces histoires. Bon. Il y a un très joli passage, si ça vous intéresse, dans Personne d'autre. C'est un roman de Boto Strauss, où il décrit à merveille ce qui se passe dans cette espèce de dissymétrie interindividuelle et qui peut créer une grande souffrance, puisque on est toujours, comment dirais-je, à la recherche, finalement, dans l'échange avec l'autre, on est toujours à la recherche de cette plénitude qu'on aperçoit de l'autre, si vous voulez. Hein, d'accord ? C'est-à-dire que l'autre paraît toujours plus complet, hein, toujours plus plein que soi. Okay ? Et on est là pour essayer de regagner sur cette plénitude qu'on aperçoit. Alors ça peut être, si vous voulez, dans une simple revendication discursive, entre guillemets, c'est-à-dire de dire non, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qui se passe dans un désaccord avec l'autre ? C'est qu'on voudrait, parfois on cherche à ce que sa voix, on cherche à parler plus fort, hein, comme si ce plus fort allait nous faire regagner sur cette dissymétrie, finalement, hein, qui est impossible à combler. D'accord ? Mais qui est, je vous fais remarquer, vécu en synchronie par l'autre au même moment. C'est-à-dire que l'autre qui vous fait face vit exactement la même chose. Hein ? D'accord ? C'est-à-dire qu'on est deux à chercher à regagner sur cette espèce de plénitude de manière absolument tangentielle, puisque c'est impossible. Voilà. Ok ? Hein, puisqu'il y a une chose qu'on ne peut pas saisir de l'autre, et c'est justement, si j'en reviens à mon miroir, la mère, quand elle voit l'enfant, quand elle regarde l'enfant, il ne sait pas d'où il est regardé. D'accord ? C'est-à-dire, il voit son reflet, ok, il peut s'approprier son reflet, mais ça ne lui dit absolument pas ce qu'il est pour la mère. D'accord ? C'est-à-dire, d'où il a été désiré par elle. Ça, il ne l'a pas, la réponse. Vous comprenez ? Et c'est ce qu'on appelle l'idéal du moi. D'accord ? Voilà. Et c'est toute si vous voulez, la différence entre le moi idéal, c'est-à-dire identification au reflet, hein, qui va être le siège de l'ego. D'accord ? On est vraiment là dans la fondation de l'ego, d'accord ? Et qui va être, comme dit Lacan, le creuset de toutes les identifications ultérieures, secondaires, hein ? C'est-à-dire qu'on va chercher à retrouver cette jubilation, hein, cette performance imaginaire tout le temps.
Hein. C'est-à-dire que le souvenir de ce premier temps est très fort, hein, pour tout un chacun, plus ou moins, si vous voulez, mais il y a plus ou moins de degrés, hein, bien sûr, dans cette identification, parce que, je veux dire, il y a des identifications, comment dire, même dans le rejet de soi-même, hein, c'est-à-dire qu'il faut être quelqu'un, de toute façon, d'accord? Donc, il va y avoir une articulation entre l'idéal du moi, c'est-à-dire d'où est-ce qu'elle me voit, celle-là, hein, c'est-à-dire la mère, ok, et l'autre qui se voit, parce qu'il se voit comme idéal, le sujet, d'accord, hein, dans sa plénitude imaginaire. Il ne manque de rien, d'accord, hein, et donc il se dit, je suis celui qui va combler ma mère, voilà. Hein. Puis alors, elle est très contente parce qu'elle sourit, elle dit oui, c'est toi, etc. Donc il y a un échange jubilatoire entre le sujet et le parent, enfin la mère, ou la personne qui est supposée représenter pour le sujet, excusez-moi, c'est un petit peu technique, le trésor des signifiants, comme on dit, c'est-à-dire là où il va pouvoir imaginer, savoir ce qu'il est, en gros, hein, mais qu'il n'a pas, je vous fais remarquer, dans l'image, ça ne répond pas sur ce plan. Hein. Sur l'idéal du moi, ça ne répond pas. Ça répond sur le moi idéal, mais pas sur l'idéal du moi. Okay, l'idée du moi, c'est tout ce qui va être la question. Hein, qu'est-ce qui fait que cet être qui m'a désiré, d'accord? Qu'est-ce que je lui donne? Qu'est-ce que je viens combler chez elle? Okay, qu'est-ce qu'elle espère à travers moi? Hein, ça, c'est très vaste, si vous voulez. Et ça peut être une question, c'est le fameux Kevoy, hein, qui peut durer toute une vie, et auquel un sujet ne va pas cesser, d'accord, de chercher à répondre. Hein, voilà, ça c'est la fameuse question, si vous voulez. Bon, alors, ce qui va bien aider un sujet, bien évidemment, hein, ce qui va lui donner un sacré coup de main, excusez-moi du terme, mais c'est quand justement la mère ne va pas tout mettre sur lui. Hein. C'est-à-dire qu'il va y avoir dans le développement de l'enfant, il va d'abord se prendre vraiment pour ce qu'on appelle son phallus, le phallus de la mère, c'est-à-dire ce qui va la combler, c'est ça, hein, le phallus, ce qui va combler la mère imaginairement. C'est moi qu'elle veut, et je lui suffis, en gros, hein, je suffis à cette personne, alors qu'il va y avoir un petit démenti, un doute qui va s'installer, puisque la mère n'est pas tout le temps là, elle s'absente. Et dans ce battement d'apparition et réapparition, va s'inscrire un ailleurs. Hein, un ailleurs, la mère désire ailleurs, et donc elle ne désire pas que l'enfant, en gros. Voilà, parfois, il se trouve qu'elle va chez le coiffeur. C'est des exemples que j'aime beaucoup donner. Elle va au théâtre, elle va au cinéma, elle a des amis, elle va chez le coiffeur. Donc, elle désire ailleurs. Hein, et elle désire, pourquoi pas, quelqu'un d'autre que l'enfant, bien sûr, qui va s'appeler, bien sûr, dans la triade. C'est là où entre en scène le père, évidemment. Hein, c'est-à-dire que tout d'un coup, son désir va se réorienter. Hein, l'enfant va percevoir que ça fourche, que tout n'est pas sur lui. Et heureusement, ça va le soulager, parce que ça va faire un détournement érotique, si vous voulez, heureusement, hein, tout n'est pas sur lui, et donc il va pouvoir accrocher quelque chose sur un tiers, qui a quelque chose du coup que lui n'a pas, voilà, hein, que cet enfant n'a pas, d'accord, donc il est supposé tout d'un coup pouvoir être, j'allais dire, manquant, du coup, puisque comment dire, si elle s'absente, c'est qu'il y a quelque chose qu'elle ne trouve pas chez moi, se dit-il, hein, mais qu'elle trouve ailleurs. Et du coup, ça va migrer, ça va faire migrer, comme on dit, la question du phallus vers le père, d'accord, qui va être censé être porteur, hein, de ce que la mère ne trouve pas dans l'enfant. Voilà. Ça, c'est vraiment très schématique. Hein. Alors évidemment, après, on ne va pas rentrer dans le débat, j'anticipe les questions et j'y réponds tout de suite, que je réponds que je ne répondrai pas ce soir, c'est que tout ce qui est, oui, mais alors si le père est une femme, alors, etc. Bon, non, on ne rentre pas là-dedans. Hein. L'essentiel, c'est que, j'allais dire, le phallus soit repéré à sa place. C'est-à-dire que l'enfant n'en soit pas l'unique dépositaire. Voilà, d'accord? Bon, alors évidemment, vous pensez bien qu'après, il y a des doses, il y a des dosages. C'est singulier. Ce schéma, si vous voulez, du stade du miroir, ce schéma de la migration du phallus est singulier pour chacun, évidemment, hein, puisque c'est à travers cela, si vous voulez, qu'on va être plus ou moins sûr d'une certaine forme de valeur, de base, de départ. Hein, d'accord? Et pouvoir, si vous voulez, s'asseoir un peu quand même sur un valoir quelque chose. D'accord? Qui n'est pas uniquement du reflet, je vous fais remarquer. D'accord? Qui va trouver sa base au-delà du miroir, pas uniquement dans le miroir. Voilà. C'est là où rentrent tous les idéaux du moi. Hein?
D'accord? Les idéaux du moi, ça peut être, comment dire, plus tard, je deviendrai aviateur, je serai riche, voilà, j'aurai une moto, voilà, je serai, je sais pas moi, je ferai de la danse, je serai, voilà, hein, je serai peintre, bon, etc. D'accord? Donc, vous voyez que le miroir nous donne, justement, hein, c'est-à-dire que ça dépasse le reflet. Okay, ça vient transcender la question, hein, de s'identifier ou de ne valoir que par rapport à son image. Et de ne trouver son être ou la réponse à ce qu'on est uniquement dans l'image. D'accord? Voilà. Donc c'est très intéressant parce que ça vient là, tout d'un coup, vous voyez, ça pose un petit peu des repères pour un petit peu maintenant revenir à cette question de base, pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans l'actuel, pourquoi il y a cette espèce de recours de plus en plus à l'ego, hein, comme une valeur refuge en quelque sorte, c'est-à-dire s'arrêter au reflet. Voilà, c'est comme s'il y avait un arrêt sur image. On est, hein, dans des arrêts sur image, un peu partout, avec un désamorçage, hein, ou en tout cas quelque chose qui fonctionne moins bien, comment dire, dans l'ordre du symbolique. Quelque chose apparemment vacille, ou en tout cas n'est plus aussi assuré qu'avant. On devient moins sûr de son nom. Voilà, c'est très intéressant. Comme si on était un peu moins sûr de sa filiation. Hein, comme si cette valeur filiation comptait un peu moins. Alors évidemment, on parle, et là, vous voyez, ça, peut-être vous voulez me venir avec mes gros sabots, mais c'est toute la question du déclin de ce que les psychanalystes ont appelé, jusqu'à plus soif, le déclin des noms du père. Hein, c'est-à-dire que, oui, alors cette fameuse, comment dire, ce que la mère va installer grâce à ses absences et grâce au fait qu'elle désire ailleurs, c'est ce qu'on appelle le nom du père. D'accord? Voilà, c'est vraiment ça le nom du père. À quoi va se raccrocher l'enfant, hein, pour tenir? C'est très important, un nom du père. Ok? Bien. Alors, dans l'histoire de Virginia Woolf, par exemple, eh bien, le père était carent. Alors, le père, Leslie Stephen, donc le père de Virginia Woolf, était tout à fait carent. Il n'était pas, comme on dit, phallophore. C'est-à-dire qu'il n'était pas repéré par la mère comme quelqu'un pouvant lui donner quelque chose de valable et de valeureux. Ok? Alors, elle estimait son mari, c'est pas le problème, mais elle l'infantilisait totalement, elle s'en occupait comme une mère, hein, voilà, et c'était réellement, elle l'avait mis à la place de son, disons, 9e enfant. Il y en a 8, c'est pour vous dire. Bon. Donc, et du coup, elle répondait à toutes ces demandes, elle répondait à toutes les demandes de son mari, au point, et d'ailleurs il était devenu central pour elle, en fait, ça n'est pas elle qui était en demande de quelque chose, hein, donc lui, censé pouvoir lui donner quelque chose aux yeux de l'enfant, ok, c'était le contraire. C'était elle qui donnait tout à son mari, au point qu'elle lui a même donné sa vie. Bon, parce qu'elle est morte à 48 ans d'une grippe, hein, elle était tellement, si vous voulez, épuisée par, je dirais, par son labeur, ses enfants et son mari, qu'elle y est passée assez vite d'ailleurs. Hein. Voilà, bon. Donc en fait, c'est pour vous dire que voilà, Leslie Stephen, le père de Virginia, était tout à fait disqualifié comme pouvant, enfin, disqualifié dans son rôle de donateur. Voilà, d'accord? Donc il n'avait pas quelque chose, bon, alors il était qualifié comme étant un grand homme, parce qu'il faisait partie quand même, c'est un grand écrivain, un grand érudit, et, comment dire, la mère de Virginia l'avait choisi pour ses qualités, hein, elle était assez, comment dirais-je, éprise de ce genre de figure, mais pour le détourner complètement, c'est-à-dire qu'elle avait réussi à mettre ce grand homme à sa botte. Vous voyez? Donc c'est quand même intéressant. Hein, elle avait un rapport de condescendance à son mari. Voilà. Feutré, ça ne se voyait pas, c'était tout à fait, ça passait dans les dessous, hein, mais c'était parfaitement perçu par Virginia Woolf. D'ailleurs, elle a joué le jeu de sa mère, puisqu'elle a traité son père pendant très longtemps. Elle aimait beaucoup son père, elle avait un rapport, comment dire, d'amour-haine très très ambivalent à son égard. Il avait beaucoup encouragé l'écriture chez sa fille. Il aimait beaucoup sa fille, d'ailleurs il l'a appelée Ginny, Genius, Virginia, hein, c'était son petit surnom. Donc elle avait, comment dire, de quoi tenir, puisque c'était sa grande question, est-ce que je suis un génie, hein, Virginia Woolf, justement. C'était sa grande question de toute sa vie, et il fallait qu'elle le soit. D'accord? Donc, elle avait bien repéré que son père lui avait transmis l'écriture, c'est ce que son père a réussi à faire, c'est quand même l'autoriser à écrire,
je parle vraiment d'autorisation et même d'encouragement, puisqu'il lui ouvrait sa bibliothèque. Elle était la seule de ses enfants à avoir accès à la bibliothèque paternelle, qui était je dirais, un sanctuaire, un lieu absolument sacré auquel personne n'avait accès, sauf elle. Et elle dévorait la littérature, littéralement. C'est-à-dire qu'elle a passé toutes ces tendres années à vraiment dévorer Walter Scott, enfin, toute la littérature anglaise. Voilà. Elle s'est passionnée pour ça. Voilà. Et elle a commencé à écrire assez tôt, encouragée par son père, toujours. Voilà. Donc il a vraiment, si vous voulez, été un passeur de plumes, si je puis dire, accompli auprès de sa fille. Hein. Voilà. Et je dirais qu'elle s'en est sortie, enfin, elle a trouvé là, ça a fait office de nom du père pour elle, hein, vraiment. Voilà. Malgré, si vous voulez, la disqualification maternelle. C'est tout à fait intéressant. Bon, là, je ne vais pas vous faire un séminaire là-dessus, parce que j'avoue que je peux être intarissable sur le sujet, mais donc, pour elle, si vous voulez, si vous avez encore un peu de patience, je vais vous tout petit peu indiquer ce qui se passait pour elle, parce que c'est vraiment comment dire, la question de... Attendez, d'abord je reviens, excusez-moi, j'ai pas fini sur ce que je voulais dire par rapport à l'actuel. Donc, du fait de cette fragilisation de la fonction paternelle, il faut bien le dire, hein, c'est-à-dire des idéaux, hein, des grands idéaux, et du patriarcat. Vous voyez que, comment dire, il n'y a pas si longtemps, avec ces histoires d'interdire la prostitution, il y a eu encore une salve à boulet rouge contre le patriarcat, c'est-à-dire que c'était l'argument pour dire que ça suffit maintenant, que la femme soit objet de désir, ça suffit, etc. Bon, hein, on n'est plus dans l'ordre patriarcal, il faut que ça s'arrête, etc. Bon, voilà. Donc, alors, tout ça, c'est remis en question quotidiennement, si vous voulez. C'est-à-dire que l'ordre patriarcal, on a pris un coup, en effet. Hein, on n'est plus dans le même temps qu'il y a 50 ans, du tout, hein, et les choses vont très vite, effectivement. Et comme on est pris dedans, si vous voulez, comme on est dedans, on a du mal à faire un pas de côté pour essayer de faire une lecture de ce qui se passe. C'est très difficile. Hein. En général, c'est dans l'après-coup qu'on peut se rendre compte de ce qui s'est passé. Mais étant donné qu'on est pris dans le phénomène lui-même, on a bien du mal à se rendre compte de ce qui bouge, de ce qui évolue. Hein. Donc là, en fait, il y a très manifestement on va dire une sorte de ravalement de la fonction symbolique au profit d'une mise en avant de l'image, je me répète, mais c'est exactement ça, qui donne, si vous voulez, un support identitaire qui ne serait plus du côté du nom propre, plus du côté de la filiation, c'est pas rien tout ça, hein, et donc sur la transmission, ok, hein, et donc sur la valeur, et donc sur les idéaux du moi, mais vous avez compris que l'axe qui est privilégié, c'est le moi idéal. D'accord ? On est vraiment, si on fait un mapping, on est de ce côté-là. On est du côté d'un repérage via le moi idéal, où l'individu, du coup, est sommé, a cette espèce d'aspiration, si vous voulez, à s'identifier à son moi idéal. Donc, vous avez bien compris que dans le miroir, hein, c'est la jubilation qui prime, d'accord ? Hein, donc, c'est la seule dimension qui reste, enfin, pas la seule, bien sûr, parce que l'ordre symbolique n'est pas complètement par terre, heureusement, hein, c'est pas la psychose, on en est loin, mais on est quand même dans une mise en avant moïque, hein, et je dirais que, comme dirait Souchon, on a mis les fringues en librairie, hein, c'est-à-dire que tout le quartier latin, hein, on a vu, toutes les librairies ont fermé au profit. C'est des exemples qu'on peut donner, mais qui sont tout à fait parlants, et qui vont dans ce sens-là, puisque c'est le look, d'accord, qui est là en avant, si vous voulez, au détriment du littéraire, de la transmission, de la littérature, enfin voilà, hein, voilà. Et c'est vrai que le livre, je veux dire, l'écriture est fortement concurrencée, voire recouverte par l'image. Hein. On a maintenant une culture guidée, enfin en tout cas vectorisée, hein, essentiellement par l'image. D'ailleurs, et ça atteint tout le monde, hein. C'est vraiment quelque chose dont on a du mal à se départir. Hein. Ça vient, comment dire, l'image vient spontanément, hein. Et de plus en plus. Voilà. Donc c'est vraiment une orientation socioculturelle très forte, hein, et qui pousse, je dirais, moi j'hésite pas à employer ce terme, de l'idole, hein, puisque, artistiquement parlant, on en a des effets aussi, hein, puisque, alors là, moi, je pense peut-être que Jean-Philippe va en parler tout à l'heure, je n'en sais rien, mais peut-être que vous allez reprendre ça de ce côté-là, mais j'ai en tête, j'ai en tête ce que vous décrivez, je trouve, et qui rejoint
mais complètement ce propos, si vous voulez. C'est là où il y a un accrochage très intéressant. Quand on a cette phrase que vous avez eue il n'y a pas si longtemps en disant que je retraduis peut-être mal, mais que quand le propos de l'artiste, si vous voulez, qui est contrôlé, qui est pensé, hein, atteint complètement son but, eh bien, on peut dire que dans le même temps, la valeur artistique est moindre. D'accord ? La valeur de l'objet créé est moindre. Vous avez vu, quand l'artiste atteint, vous avez compris, son but, c'est-à-dire son intention, voilà, hein, je pense que c'est le mot que vous avez employé. Exactement, ça c'est un mot à vous, son intention. Et je trouve ça tout à fait clair, parce que ça illustre tout à fait cette histoire, si vous voulez, quand l'artiste crée à partir d'une image qu'il sait, vous voyez, d'une image qu'il veut créer, et quand il clôture son intention, hein, ça se referme exactement si vous voulez, comme sur son image, en gros, hein, et on a là quelque chose qui, du coup, en effet, hein, n'est pas lâché. Quelque chose ne lâche pas, et c'est se prendre pour soi, en effet. Tout d'un coup, il y a à s'identifier à ce qui a été créé. Ça se reflète, si vous voulez. En gros, il y a un écart moindre, et l'écart, c'est rétréci au point de ne plus exister, entre l'œuvre et l'artiste. Hein, il n'y a plus d'écart, si vous voulez. Il y a une coalescence qui fait que, en effet, l'aura, là, excusez-moi Jean-Philippe, mais j'ai envie de vous reciter, parce que c'est vraiment une idée à vous, que je trouve encore une fois très opérante et qui tape en plein dans mon propos, j'ai l'impression. C'est-à-dire que l'aura de l'œuvre s'est déplacée sur l'artiste. Hein. Le spot est là, si vous voulez. Bon, donc, on est bien dans cette histoire de sujet, enfin d'individu, hein, reflété par son œuvre. Voilà, on peut le dire. D'accord ? Et ce qui est tout à fait important, c'est que j'ai tendance à soutenir que la valeur de l'œuvre, enfin, que du côté du génie, justement, si on en parle, eh bien, c'est pas tout à fait la même histoire. C'est-à-dire que, on a la citation de Flaubert qu'on avait envoyée sur l'argument, mais en finir avec le moi, c'était quand même son propos, hein, à Flaubert. Quand on parle, par exemple, j'ai fait un petit repérage comme ça, j'y reviendrai, hein, mais Freud. Allez, on y va. Einstein, qui est l'archétype, quand vous avez dans le dictionnaire, Einstein, c'est le génie archétypal, voilà. Quand vous avez même Flaubert, qui a des intuitions géniales, enfin, Victor Hugo, hein, etc., il y a quelque chose, ça paraît moins vrai pour Hugo, parce qu'il a été extrêmement, sacralisé et reconnu et encensé, et voilà, et narcissisé, évidemment, mais... et puis qu'il était quand même assez fier de lui, bon, on peut bien dire ça, mais il n'y avait pas que ça chez lui, il y avait aussi une intuition et une inspiration assez fabuleuse. Bon, alors, j'y reviendrai, parce que ce que j'ai pu repérer, comme ça, je vous en donne comme ça 2-3 brides, mais je ne peux pas m'étendre là-dessus, mais ce qu'il y a de frappant chez eux, alors, chez Hugo, comme chez Freud, comme chez Einstein, comme chez Woolf, etc., c'est qu'il y a un savoir, alors toute la question est là, hein, d'où ils l'ont, mais c'est assez étonnant, enfin c'est même assez passionnant, un savoir de l'insu, c'est-à-dire justement de ce qui échappe au reflet, de ce qui échappe au visible. Ils ont accès à l'invisible, voilà, et pas de n'importe quelle manière. Ce que j'ai pu repérer, c'est qu'ils ont accès à ce que j'appellerais la structure de comment ça fonctionne. D'accord ? Alors, comment ça fonctionne en sciences, comment ça fonctionne psychiquement, comment ça fonctionne en littérature, hein, il y a aussi des génies en peinture, mais comment ça fonctionne ? Ils ont accès à quelque chose de ce que j'appellerais un savoir sur la structure. C'est extraordinaire. Enfin, je veux dire, quand on est, par exemple, Hugo dans L'Homme qui rit, qui n'est pas le roman que je préfère, mais il va décrire à travers la rencontre entre l'homme qui rit et la baronne Josiane, la sœur de la reine. Il va décrire la rencontre avec cette personne, et c'est extraordinaire parce qu'il décrit exactement c'est l'hystérique. Voilà, il y a un savoir de l'hystérie féminine qui est, alors je vous le lirai, parce que ça vaut le coup, il faut vraiment le lire, parce que c'est extraordinaire, j'allais dire de l'amour hystérique, de la passion hystérique pour l'être qui ne ressemble à aucun autre, hein, et qui est de l'ordre du monstrueux. Voilà, cette espèce de goût féminin
qu'on ne comprend jamais. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe avec pourquoi elle est entichée de ça, ou de l'entichement des criminels, hein. Pareil, on se demande. Bon, il y a des tas de livres qui sont sortis récemment là-dessus, qui sont passionnants. Femmes de dictateurs, etc. Bon, il y a plein de choses, hein, à trouver de ce côté-là. Hugo nous en donne un portrait absolument saisissant dans la description et dans le discours, surtout qu'il a fait parler. C'est, j'allais dire, c'est un cas d'école. C'est extraordinaire. Bon, donc, on a ça avec Flaubert et la Bovary. Pareil. J'allais dire, de manière extrêmement freudienne, Flaubert nous fait un portrait d'Emma Bovary et de l'insatisfaction féminine, mais un rare portrait, un portrait qui tombe mais ô combien juste et qui est l'archétype, hein, de l'insatisfaction féminine. Voilà, c'est un moment, voilà, bon. Et ce qu'on a appelé après le bovarisme. Bon, donc, vous voyez, alors, je vais vous lire cela parce que je trouve ça formidable de la part de Flaubert. Je vous conseille, relisez les lettres à Alice Collet, je fais mon pivot une seconde là, mais c'est vraiment formidable. Il écrit donc à sa maîtresse Louise Collet et lui dit, à propos de l'écriture, il est en train d'écrire Madame Bovary, et il vient d'aller à Rouen, exprès, chez mon frère, dit-il, avec qui j'ai longuement causé anatomie du pied et pathologie des pieds beaux. Il s'en sert pour ourdir sa description de Homais, hein, du pharmacien dont on sait qu'il est le mari de Emma Bovary. Je me suis aperçu que je me foutais dans la blouse. Il faut le faire. Que je me foutais dans la blouse, c'est-à-dire qu'il s'y met. Hein, c'est ça qu'il veut dire, avec son langage un peu vert, mais il dit, et c'est très tonique, il dit, je me suis rendu compte que je me foutais dans la blouse, c'est-à-dire il devient pharmacien. Alors, et sans aucun, j'allais dire, vous avez compris. Alors là, l'ego, si vous voulez, tout d'un coup, il n'y en a plus. Parce que pour pouvoir rentrer dans l'autre comme ça, hein, et pas dans la confrontation narcissique, c'est pas rentrer dans l'art, attention, c'est rentrer dans l'autre, justement, et sans qu'il y ait de frontières. Hein, de frontières égotiques, de frontières narcissiques, il n'y en a plus. Et cette capacité à se mettre à la place, c'est-à-dire à pouvoir intuiter, comment dire, de manière extrêmement transpersonnelle, si voilà, c'est le mot qui me vient, tout d'un coup on est dans le transpersonnel. Hein, il est comme chez lui. Voilà, il est complètement chez l'autre. Mais alors, c'est pas vraiment qu'il s'y identifie, vous voyez, hein, c'est qu'il a accès à l'autre. Et c'est vraiment un accès à l'autre, si vous voulez, et pas seulement une simple affaire d'identification. Voilà. Donc, alors, après, je vous passe la chose, parce que, bon, savoureux, je vous le dirai aussi, parce que ça, moi, je ne veux pas faire l'économie des textes comme ça, c'est trop savoureux, c'est très drôle. Donc, après, parce que Louise Collet, elle, est en train comment dire, d'être lue par les académiciens pour savoir si elle va rentrer à l'académie, et donc on discute de ses poèmes, et donc elle lui envoie un poème, à Gustave, et Gustave va en faire une critique, vraiment, qui est vraiment mais extraordinaire, où justement, il va lui reprocher ses facilités, ses clichés, ses répétitions, la pauvreté de son style, tout en disant, pardon, oh, ça c'est super, bon, mais alors, il faut voir, c'est vraiment acerbe, et il finit par lui dire, voilà, cette chose, et c'est de là que vient ce texte qui était dans l'argument, comment dire, je hais les pièces. Voilà, parce qu'elle parle de sa fille, elle fait un poème sur sa fille qui est endormie. Donc elle fait un très joli poème sur sa fille endormie. Et lui, donc après l'avoir bien éreinté au niveau critique, dit « Je hais les pièces de verre à ma fille, à mon père, à ma mère, à ma sœur. Hein, ce sont des prostitutions qui me scandalisent. Laissez donc votre cœur et votre famille de côté et ne les détaillez pas en public. » C'est fantastique, parce que là, on pourrait dire que dans l'acteur, on est carrément à l'envers de tout ça. Hein. Qu'est-ce que cela dit tout cela? Qu'est-ce que ça a de beau, de bon, d'utile, et je dirais même de vrai? Il faut couper court avec la queue lamartinienne et faire de l'art impersonnel. Voilà. Hein. Ou bien, quand on fait du lyrisme individuel, il faut qu'il soit étrange, désordonné, tellement intense, enfin, que cela devienne une création. Alors lui, il en tient, hein, pour quelque chose de jamais vu, hein, jamais entendu, d'inouï. C'est-à-dire qu'il en tient pour de l'inouï. Il veut que ce soit de l'inouï. D'accord? Il milite pour l'inouï. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en effet, guidé, il lâche pas ça. Hein, il lâchera pas ça de toute sa vie. C'est tout à fait son vecteur, hein, son fil rouge. Voilà. Voilà. Et il dit surtout, ne soyons pas faibles, etc. Pourquoi donc reviens-tu toujours à toi? Tu te portes malheur. Tu as fait dans ta vie une œuvre de génie, une œuvre qui fait pleurer, note-le. Parce que tu t'es oublié, que tu t'es soucié des passions des autres et non des tiennes. Il faut s'inspirer de l'âme de l'humanité et non de la sienne. Hein, voilà.
Donc, bon, après, vraiment lui avoir, comment dire, dit pique-pendre sur son poème. Alors, je vous passe le truc, hein, c'est... quant à la strophe de ton joli, etc., je la trouve atroce, de toute façon, et obscène, hein, et hors du sentiment de la pièce. Or, couverture est ignoble de réalité, outre que le mot est laid en soi. Le sentiment était ton visage rit sur la toile blanche, mais cela est tout bonnement cochon, hein, surtout avec la suite. Plus souple apparaît le contour charmant. Sa fille est donc décrite au lit, son corps apparaissant sous le drap. Et puis, qu'est-ce que ça vient faire là, le Parthénon, l'Antiquité, la frise pure, si près de la couverture? Et d'abord, un enfant n'a pas les formes si saillantes qu'on les voit ainsi sous une couverture, et comme les filles du Parthénon dont les seins font bosse. Cela est complètement faux de sentiment et d'expression. Il y a ici une chair qui n'est pas du tout à sa place. Ce qui est formidable dans ce poème, quand même, on est un petit peu alerté. Vous voyez que ce qu'il ne supporte pas, c'est le rapport incestueux de Louise à sa fille. Il ne le supporte pas. Et il a l'intuition assez géniale de le lui faire entendre, en tout cas de rétorquer que ça ne va pas du tout. Hein. Que voilà, qu'est-ce que c'est que cette mère, là, tout d'un coup, qui va décrire le corps de sa fille. Et c'est génial, parce qu'en effet, hein, c'est totalement incestueux. On entend très bien que là, Louise est en prise directe avec le corps de sa fille. Hein, voilà. Ce qui est un peu embêtant. Bon, je m'arrêterai là, voilà, hein, parce que je pense que voilà, ça suffit pour aujourd'hui, enfin en tout cas pour ma partie. Donc pour la suite, hein, j'essaierai de revenir sur cette affaire de génialité, hein, toujours en rapport, parce que j'aime bien mettre les deux en regard, hein, c'est de faire ce mouvement de balancier entre comment dirais-je, l'enflure égotique, enfin l'enflure narcissique, si vous voulez, et voilà, est-ce qu'on pourrait dire justement de brûler le moi, hein. Woolf disait la même chose. Elle disait, c'est étonnant d'ailleurs, elle disait il faut faire des feux de paille avec les mots, c'est-à-dire brûler l'ancienne école avec ces vieux barbons qui la barbaient, c'est-à-dire tous les écrivains anglais, comment dire, classiques, qui en prenaient un peu pour leur grade avec elle. D'ailleurs, c'était le père, hein, qui était visé, c'était son père. Son père était biographe, et elle considérait que son père était un véritable tâcheron, qu'il n'avait aucun génie. Elle y allait fort quand elle en parlait, parfois, dans sa correspondance, qu'il n'avait aucun génie, et un vrai tâcheron, un laborieux, mais absolument pas inspiré. Alors que elle, par contre, hein, était du côté du génie. Voilà. Et elle a mis un point d'honneur toute sa vie à vouloir le prouver. Ce qui, bien évidemment, lui a posé quelques problèmes, parce que vous pensez bien que là, elle était en opposition directe avec son père, dans un duel à mort, absolument, c'est-à-dire un défi, comment dirais-je, et une provocation, hein, qui lui a coûté cher. Parce que, si vous voulez, le problème, c'est qu'on peut, j'allais dire, s'attaquer à son propre père, vouloir, en effet, comment dire, symboliquement le tuer. Hein. Le souci de Virginia, c'est qu'elle ne savait pas trop quoi faire du corps après. C'est ça, le souci. Hein, c'est qu'elle était dans une impossibilité de symboliser son meurtre. Elle pouvait le faire, elle pouvait l'ourdir, hein, mais elle n'arrivait pas à symboliser cette mort. Voilà. Et donc, elle retombait dans une culpabilité aggravée, très affolante. Voilà. Donc persécutée, bien sûr. Il y a vraiment de grandes persécutions avec les idées qu'on lui en voulait, voilà, qu'elle n'était pas à la hauteur, avec une dépréciation extrême de sa personne. Voilà. Bon. Je ne peux pas vous lire tout parce que j'avais prévu bien plus que ça, mais je pense que j'y vais, je cavale encore là parce que c'est un petit peu pour demain. Bon, alors, je vais juste dire que elle a fait l'expérience, enfin l'entrée vraiment en écriture, si je puis dire, c'est quand qu'elle a ce qu'elle appelle les instants de vie. D'ailleurs, il y a un livre qu'elle a écrit qui est formidable, qui est vraiment très beau, que je vous conseille, où elle raconte cela, qui s'appelle Instant de vie, où elle parle de ces sortes d'effractions, comment dirais-je, sensibles, voilà, où elle est frappée littéralement, hein, ces instants d'être aussi, peur, extase, désolation, hein, voilà, au moment de désolation en vacances, au bord de la mer, dans la maison que ses parents louaient pendant l'été,
désolation qui la prenait soudain à la vision des nuages en train de noircir au-dessus de la mer, alors qu'elle était en train de faire ses devoirs avec sa mère. Tout d'un coup, ces nuages noirs qui tombaient comme ça à l'horizon, la bouleversaient. Mais au point de l'angoisser très fort. Hein. C'était vraiment une sensation étreignante, si je puis dire. Sensation de honte associée au miroir du vestibule et d'une dalle de pierre à l'extérieur. Un sentiment de tristesse désespérée quand elle se battait avec son grand frère Toby sur la pelouse, etc. C'était comme si j'avais pris conscience d'une chose terrible et de ma propre impuissance. Un sentiment d'horreur. Vous voyez, elle était assaillie par des impressions ou des affects. Et c'est à partir de là, vous voyez, que là où quelqu'un, j'allais dire, de banal, enfin, se serait fait littéralement envahir et annuler par ces instants de vie, elle va, c'est là où comment dire, elle va être extrêmement courageuse de mon point de vue, c'est qu'elle va essayer d'en faire quelque chose et de ne pas céder à ce qui arrive. C'est-à-dire qu'elle va se laisser traverser et c'est à partir de ces éclats, de ces instants de vie, qu'elle va s'en emparer donc de cela pour en faire du texte, pour écrire, pour en faire des histoires, pour en faire une fiction. Donc, voilà. Alors, il y a ce merveilleux moment que je ne résiste pas à vous lire, parce que qu'est-ce qui lui arrive à ce moment-là? Elle ne sait pas justement ce qui lui arrive. Elle est en rupture avec elle-même. Quelque chose rompt avec la familiarité, donc avec le connu, avec ce qui fait sens. Quelque chose vient faire trou. C'est ça qui est intéressant pour le créateur. C'est justement le moment où ça arrête, justement, par rapport à ce que disait Jean-Philippe, c'est-à-dire où l'auteur, enfin, le créateur n'a plus d'intention. C'est-à-dire que quelque chose là n'est plus du tout maîtrisé, sous contrôle, si vous voulez. Quelque chose de rond, on lâche. Et on se laisse faire ou pas par cela, si vous voulez. Voilà, c'est ça qui est tout à fait intéressant dans l'acte de création. On se laisse faire par cette sensation pure, je dirais, qui nous décroche de nous-mêmes, qui fait qu'on rompt avec soi. Voilà. C'est vraiment la rupture avec soi-même à ce moment-là. Ce moment de faille où on ne se reflète plus, si vous voulez. C'est vraiment le cas de le dire. Bon. Alors, c'est à ce point-là, c'est là, à ce point de rencontre avec la rupture de sens, du sens qui, à l'instant d'avant, faisait encore se tenir l'univers, que l'écriture va être requise. Une écriture qui s'origine de l'expérience du plus extrême vacillement. Vacillement identitaire, bien sûr. Elle n'est plus personne à ce moment-là. Il n'y a d'ailleurs plus personne. C'est tout à fait important. Il eut le moment de la flaque sur le chemin. Ça, c'est dans l'instant de vie, je sais. Il eut le moment de la flaque sur le chemin, quand, sans que j'en puisse en découvrir la raison, tout est devenu soudain irréel. J'étais suspendue. Je ne pouvais franchir la flaque. J'ai essayé de toucher quelque chose. Le monde est devenu irréel. C'est extraordinaire. Elle se promène dans la campagne, elle fait la rencontre avec une flaque. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? On va essayer de voir ce qui se passe, justement. Et voici la reprise de cet événement où tout vacille dans un roman, donc dans Les Vagues, voilà, elle va reprendre cette expérience et l'écrire, la raconter quasiment telle qu'elle, et surtout, donc, en faire quelque chose, comme je disais. Voilà. Voici la flaque, dit Rhoda, son personnage des Vagues, et je ne peux la franchir. J'entends arriver à toute vitesse la grande meule, à 1 centimètre de ma tête. Le vent qu'elle fait me rugit au visage. Toutes les formes de vie tangibles m'ont fait défaut. Si je ne peux pas tendre la main et toucher quelque chose de dur, je serai emporté pour toujours dans les couloirs éternels. Que puis-je donc toucher? Quelle brique, quelle pierre? Et ainsi me faire franchir ce gouffre énorme pour rejoindre mon corps sans danger. Vous voyez, c'est fort, c'est vraiment décrit d'une manière essentielle, cruciale. Il arrive vraiment quelque chose. C'est sur cet instant de vie, donc impossible à expliquer pour elle, qu'elles font donc l'acte d'écrire. Alors, si on prête attention à la reprise de l'événement réel et à sa transposition, qui devient l'expérience du personnage Rhoda, on remarque qu'à l'irréalité du monde qui frappait Virginia enfant, s'ajoute pour Rhoda la dimension de la perte du corps, comme si de pouvoir prêter au personnage le souvenir d'enfance permettait à Virginia Woolf de déplier et de préciser l'enjeu inconscient de la rencontre en question. Cette flaque d'eau, en effet, sur le chemin, alors cette flaque d'eau, c'est quoi?
c'est une flaque d'eau boueuse, il faut bien le dire, parce que sinon on ne comprend pas. Il n'y a pas de reflet, justement. Hein. En fait, elle fait la rencontre avec la flaque, et tout d'un coup, il n'y a plus de reflet. C'est de la boue. Voilà, donc il n'y a pas de réflexivité. Alors, ça déclenche la sensation d'irréalité qui frappe l'enfant dès lors qu'elle porte son regard sur la surface liquide et sombre où le corps ne peut se refléter. L'eau boueuse, au lieu de renvoyer l'image, on a compris, de border pour le sujet le contour de son corps, l'aspire à la façon d'un œil sans éclat, donc sans regard, dans lequel sombre le sujet comme dans un puissant fond. Vous avez compris, c'est fondamental, parce que ça, l'œil sans éclat, c'est le contraire du regard du miroir, dont on parlait tout à l'heure, puisque la mère, hein, en général, quand elle regarde l'enfant, les yeux brillent. Il y a de l'éclat dans le regard. Ça, c'est fondamental. Une mère qui regarde son enfant sans éclat, c'est là où il y a problème. D'accord ? Il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe. C'est comme si l'enfant était confronté à, tout d'un coup, à un, j'allais dire, un non-reflet dans le regard de sa mère de ce qu'il est. D'accord ? Il y a non-existence, non-lieu, si vous voulez. Voilà. Il est laissé en plan, laissé tomber. Hein ? Donc le regard est fondamental dans la structuration et l'appropriation du reflet. Hein ? Donc, confrontée à ce fascinement, à cet extrême où son être bascule dans une sorte de néant, elle fera de cette expérience quelque chose, comme si de ce néant, elle accouchait d'un corps de fiction, ici Rhoda, un autre auquel elle donne forme. Vous voyez, un autre auquel elle peut donner forme, à l'endroit même où son propre corps avait été menacé de disparaître, avalé par la flaque d'enfance. Voilà, comme si créer le personnage lui permettait d'établir à son tour une continuité avec elle-même, là où tout appui venait à manquer, sorte de pont qui permet de franchir la flaque et de rejoindre son corps sans danger. Donc ce point d'obscur, la flaque, qui annule tout point d'appui subjectif, qui mine la tenue du corps dans l'espace et le temps, sera pour Virginia Woolf le point même de l'origine du roman, soit d'un corps de l'être dressé contre l'abîme. Voilà. C'est pour ça que, hein, je vous avais dit tout à l'heure que si elle n'écrit pas, tant qu'elle n'écrit pas, elle est en danger. Hein, c'est vraiment la passerelle, si vous voulez. Voilà. Donc, alors, bon, on a souvent dit hein, qu'elle entretenait entre elle et ses personnages un lien extrêmement fusionnel, etc. Bon, elle aussi, si je puis dire, elle était au parfum de la structure psychique au sens très freudien du terme, puisque dans Mrs. Dalloway, elle met en scène un personnage, Septimus, voilà, qui va donc se suicider. Une espèce de pression, enfin, c'est vraiment ce qu'elle fera elle-même donc en 49. Et vous voyez que dans Septimus, elle arrive à décrire, et je trouve ça assez fascinant, j'ai quand même été extrêmement impressionnée, parce qu'elle arrive non seulement à lui prêter à lui ce personnage, ce qu'elle vivait elle au moment où elle était en dépression, et au moment où elle délirait, parce qu'elle a déliré, hein, ça lui est arrivé plusieurs fois. Donc elle prête cela à son personnage Septimus dans Mrs. Dalloway, mais elle ne s'arrête pas là. Elle arrive à écrire la genèse du déclenchement du délire de Septimus, après un deuil. Et c'est exactement Freud, deuil et mélancolie. Extraordinaire. Voilà. C'est-à-dire que là, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais est-ce qu'elle avait lu Freud? Oui, bien sûr, parce que, elle avait, hein, on le sait ça, elle avait la Hogarth Press, donc elle avait monté une maison d'édition avec son mari, qu'ils ont eu pendant de nombreuses années, et ils ont été les premiers éditeurs anglais de l'œuvre freudienne, hein, donc qui était édité par la Hogarth Press. Voilà. Bon, probable qu'elle ait lu Freud, deuil et mélancolie, mais quand même dans sa manière comment dire, parce qu'elle aussi a vécu de nombreux deuils. Hein, donc c'était aussi peut-être elle qui, projetée dans son personnage, on ne le saura pas, mais qui, d'une manière un peu clairvoyante, enfin avec une espèce de savoir inconscient, écrivait, arrivait à mettre le doigt sur le déclencheur, hein, c'est-à-dire la mort, le deuil, et un deuil impossible à faire, voilà, un deuil non fait. D'un personnage important. Le personnage de Septimus avait donc perdu son meilleur ami qui était aussi colonel pendant la guerre, avec qui il avait fait la guerre, hein, qui était mort. Et c'est suite à cette mort, dans le décours, si vous voulez, de ce deuil impossible à faire, que qu'il a décompensé, comme on dit, que
les épisodes délirants ont démarré, voilà, jusqu'au suicide. Bon, on m'arrête là. Cette fois-ci, je m'arrête là. Voilà. Tout votre exposé était articulé surtout sur la symbolisation. Je n'arrive pas à le comprendre. Je ne sais pas ce que c'est que la symbolisation. C'est-à-dire que je la conceptualise un petit peu, mais je ne sais pas quand je symbolise. Ah, Qu'est-ce oui. qui m'arrive? Oui. Comment je peux reconnaître quand je symbolise? Oui. Alors, symboliser, c'est comment dire? C'est arriver à mettre des mots, hein, comme là je vais parler avec. Écrire du texte. Comment? Écrire un texte. Oui, par exemple. oui, absolument. Quand Virginia Woolf fait de cette expérience réelle, hein, de ces fragments, de ces instants de vie, qu'elle en fait un personnage, elle symbolise. Mais je comprends parce qu'un adulte puisse le faire, d'accord, mais qu'un enfant puisse symboliser une situation aussi complexe. Alors, ok. Comment ça se passe? Ah, mais elle n'a pas écrit ça enfant, hein, elle a écrit ça. Mais un enfant, Oui. D'accord. La genèse de son psychisme. Ok, alors par exemple. Elle est par une série de symbolisations. Comment Ok. elle peut le faire sans mots? Sans mots. Mais oui, parce que ça arrive souvent. Oui, mais il peut le faire avec le jeu aussi. Un enfant symbolise avec le jeu. Mais en général, il y a toujours du mot, hein, qui accompagne. Hein. C'est très souvent. Tout ce que vous avez décrit se passe après que l'enfant sache parler. Pas forcément, non, parce que je ne peux pas parler de tout déjà. Non, mais non, si non. j'ai Le stade du miroir, c'est pas. Le stade du miroir, je vois très bien, vous l'avez bien mimé, Ouais. ce qui se passe. Oui. Mais ça suffit de mimer sans mettre un mot dessus pour symboliser. Mais c'est son nom qu'il reçoit au moment où il a affaire à son reflet. C'est ça. Et oui, mais je l'ai dit ça. Absolument. Oui, je l'ai dit, hein, il me semble. C'est-à-dire que quand il est nommé par le tuteur, hein, c'est générique hein, ce que je dis, mais la mère ou le père ou l'oncle, peu importe, mais il a accès donc à son reflet et à ce moment-là, c'est bien, il va chercher dans le regard de sa mère l'acquiescement pressenti que c'est bien son reflet auquel il a affaire, que c'est bien lui, si vous voulez, et elle va le nommer, elle va confirmer par, en fait, son nom, hein, donc une nomination symbolique, et c'est là que ça se produit. En fait, qu'il y a un nouage réel, symbolique et imaginaire. C'est l'adulte qui fournit un mot, qui donne un nom. Pas un mot, Un nom. un nom. Ah oui, il dit pas, l'adulte ne dit pas table ou chaise. Hein. L'adulte dit le nom. Un nom propre. Il nomme. Il nomme. C'est nommant. Il dit Hein? c'est toi. Hein? Non, il dit le nom. Voilà. C'est toi, Julia, machin, bon, etc. Il dit le nom, bien sûr. Hein? Pas un mot, attention, c'est très important Voilà, ça. c'est là que je Oui, oui. Oui. C'est là, Oui. là où Voilà, hein? Je ne sais pas si ça est clair. Oui, bien sûr, il dit le nom, absolument. Voilà. Ah oui. Donc Hein? en fait, c'est une série de processus Oui, où on donne, où on nomme. voilà. Alors bien sûr, mais vous faites bien de le redire d'ailleurs, puisque c'est une série de processus, ça ne se fait, encore une fois, ça ne se fait pas. À chaque étape, on nomme. Voilà, Même exactement. Pendant une cure de psychanalyse, bon, c'est ça ce qu'on fait quoi. Parfois, il arrive qu'on nomme. Si on arrive. Bien sûr, il arrive qu'on nomme. Hein. Et on a intérêt à nommer d'ailleurs, hein, ça peut arriver. Oui, absolument. Hein. Et d'ailleurs, c'est intéressant votre réflexion, puisqu'il arrive, il peut arriver d'avoir affaire à un patient qui justement, dans un moment, lâche une identification. Ça peut arriver, hein, parce que le mot est un oignon, c'est un compel, fait de plusieurs strates, hein, empilé. Bon. Et donc, dans ces moments-là, il y a un vacillement. Hein, quand on lâche une identification. C'est-à-dire que, et il y a un moment donné où le sujet peut être angoissé car il ne se reconnaît plus là ou là ou là. D'accord? Et donc, il y a un moment donné ce qu'on appelle une dépersonnalisation, un moment de dépersonnalisation. Hein, qui n'a rien à voir avec la décompensation, parce que ça peut faire peur, si vous voulez. Hein. Et dans ces moments-là, il peut être utile de nommer, bien sûr. Voilà. Il peut être même, je dirais que ça vient border l'angoisse, ça vient même la stopper. Hein. D'accord? Aussi, dans des moments où le sujet n'a pas affaire à la dépersonnalisation, mais peut passer à l'acte, oui. Ce qu'on ne peut jamais prévoir d'avance, mais on peut le pressentir parfois, oui. Et là aussi, il y a intérêt à réassurer quelque chose du côté du symbolique. Hein. Voilà. Merci. Je vous en prie. Et non, mais du coup, ça me fait penser, qu'en est-il des écrivains ou artistes qui prennent un autre nom? Ah oui, ça c'est Jean-Philippe, alors là, on va en parler, je pense que c'est intéressant. Oui, bien sûr. Qui ont plusieurs, oui, en tant qu'écrivain, plusieurs noms, oui. écrits sous différents Pessoa, bien sûr. Et Romain Gary. Romain Gary, oui, absolument. Duras.
Bien sûr, ben ça c'est. Oui, c'est. Ben il se donne un nom, donc c'est une façon de. C'est lié au nom du père, hein. Ça fait. C'est-à-dire, le nom du père, pour être plus clair là-dessus, parce que c'est jamais évident ce concept, mais le nom propre fait partie des noms du père. D'accord, hein, ce qu'on appelle le concept des noms du père, si vous voulez. Okay, bon. Comme l'écriture peut faire nom du père, la peinture peut faire nom du père, voilà. Il y a des noms du père pour un sujet. D'accord, voilà. Et le nom de Duras, le nom qu'elle se donne, est un des noms du père, est un nom du père. D'accord. C'est pas le nom du père, hein, au sens. D'accord. Voilà. C'est un des noms du père. Donc pour elle, en l'occurrence, elle se donne le nom. Du coup, de changer, pardon. Oui, allez-y. Oui. Je veux savoir si j'ai bien compris. Du coup, de changer le nom et de donner un nom du père à l'écriture ou autre chose, c'est l'approprier de manière significative. Pour elle, pour Duras, c'était une façon. C'est amusant, mais c'est. Garder le nom. Alors, le modifier, ça veut dire c'est pour justement le reconnaître en tant que nom du père. Oui. Si vous voulez, pour Duras, c'était un nom plus sûr pour elle, par rapport à l'écriture en tout cas, que le nom de son père. Par rapport à l'écriture. Hein. Parce que c'était Duras, c'était la région d'origine de naissance de son père, donc la région de Duras, hein, qui est entre la Gironde, c'est l'entre-deux-mers. Et elle avait pris ce nom, c'est intéressant parce que comme c'est le nom d'une terre qui est liée à son père, d'accord. Quand on connaît un petit peu son histoire, si on se souvient des barrages contre le Pacifique, c'est justement, comme par hasard, c'est le nom d'une terre. Hein, et c'est justement la terre que sa mère avait achetée. On peut aussi, c'est un lien, si vous voulez, hein, on ne peut pas le développer là, mais avec la terre que la mère avait achetée au Siam, et où elle essayait désespérément de faire pousser du riz, et cette terre était régulièrement inondée, et donc, comment dire, ne donnait rien. Hein. Sur cette terre, rien n'a poussé, si vous voulez. D'accord. Donc, c'est pas inintéressant de penser que Duras a pris le nom d'une terre, je veux dire, et qu'elle a écrit des livres, et qu'elle a fait fructifier quelque chose. Voilà. Hein. C'est-à-dire que c'était contre l'engloutissement aussi. Voilà. Bon, mais ça, je ne peux pas le développer ici, c'est vraiment tout un séminaire qu'il faudrait faire sur cette histoire, mais c'est passionnant. Pour elle, en tout cas, le repérage est assez net. Alors, après, pour Garré, on a du mal à savoir. C'est toujours extrêmement... c'est passionnant, c'est tout un travail sur la prise de nom, l'invention d'un nom, le nom qu'on se donne. Hein. C'est vraiment le nom qu'on se donne. Oui. J'avais lu un livre d'André Green, je ne sais pas, je ne me rappelle plus le titre, qui disait que l'artiste, c'est celui qui va dans sa psychose, son noyau psychotique, et qui en revient. Alors est-ce que, je ne sais pas si je demande la même chose, après vous ne pouvez pas être d'accord, j'en sais rien, mais est-ce que, par rapport à ce que vous dites, est-ce que le fait de revenir, c'est mettre un titre, c'est que le fait de se sentir artiste fait symbolisation, fait lien ou support, je ne sais pas, est-ce que ça peut être compris dans ce sens-là? Alors, avec l'exemple que j'ai donné de Virginia Woolf, c'est lié à votre question, hein, je pense. Oui, voilà, c'est ça, parce qu'est-ce qu'elle est au moment où elle va dans la psychose, ou est-ce que c'est autre chose, cette désapplication, ou cette... Non, en fait, je n'ai pas dit ça, mais ça c'est un point à reprendre. Hein, et merci de votre question, parce que c'est un point que je vais reprendre la prochaine fois. C'est vraiment, ça m'indique, voilà, c'est exactement ça, par ça que je vais recommencer la prochaine fois. Mais ça indique, si vous voulez, on pourrait dire que l'artiste est une sorte de médiateur par rapport à l'absolu. Il y a un concept dont je n'ai pas parlé qui s'appelle das Ding. En psychanalyse, la chose, si vous voulez. Bon, je ne vais pas le développer maintenant parce que c'est vraiment un outil très précieux quand on travaille. Mais disons que dans ce qui arrive à Woolf, ce moment de vie, cet instant de vie, oui, on pourrait dire à avoir, si vous voulez, moi je ne refuse pas de le dire, non, à avoir avec un moment, avec une effraction du réel, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de fiction, il n'y a plus rien qui tient. D'accord ? Donc il n'y a plus d'image non plus. Hein. Quelque chose est livré à l'état réel. Voilà, c'est du réel pur qui lui arrive. D'accord ? Et qui passe directement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de médiation. Ok ? Bon. Donc elle reçoit de plein fouet cet instant de vie. Et on pourrait dire, oui, on pourrait dire que c'est un moment de vacillement tel qu'on peut en connaître, on peut le comparer à un moment psychotique. Oui. Oui, sauf que, comment dire, par exemple, il y a des névrosés qui ont des bouffées délirantes, ça peut arriver. Hein, c'est un moment de psychose. Voilà, on peut dire. Ça ne veut pas dire que le sujet est psychotique. Voilà. Hein, voilà. Donc,
bon, il faut toujours se méfier, parce que dès qu'on commence à cliniciser ce phénomène, on tombe quand même dans un discours qui pour moi est un peu enfermant. Hein. Dire que l'artiste vit un moment de psychose et qu'il en ressort et qu'il symbolise, moi ça me gêne un peu. Hein. Je préfère aborder les choses, j'allais dire, avec des catégories comme le réel, ou voilà, hein, de dire ce qui n'a pas de nom, ou l'instant de vie, par exemple, moi ça me parle beaucoup plus que de dire moment psychotique, personnellement. Parce que c'est un peu asséchant après de plaquer la clinique. C'est stigmatisant aussi. Oui. Comment dire, puis je trouve que c'est pas, enfin, so what, enfin, c'est voilà. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de prendre les choses plus essentiellement, et d'ailleurs, et de manière un peu transstructurale. Ce qui m'intéresse, c'est de prendre les choses au niveau de la subjectivité, voilà, d'une subjectivité, si vous voulez, voilà, et de le travailler comme ça, de le tisser à partir de là. Moi, ce qui m'a frappé aussi dans ce que vous analysiez, là, et c'est très précis, à propos du personnage et Flaubert, notamment Homais, hein, ce que vous avez cité de Homais et Flaubert. Or, pendant ce temps-là, Flaubert a un principe d'écriture bien connu, hein, c'est le principe de la distanciation qui fait que l'auteur est absolument invisible dans l'œuvre. Bon, hein, c'est le fameux principe le point de vue de l'écrivain flaubertien doit être entièrement volatilisé. Et c'est précisément ce qui permet, au niveau de l'écriture, là je ne parle plus du résultat, oui. Je parle de l'écriture, cette prise en charge des personnages de l'intérieur, sans prendre le point de vue du Deus ex machina balzacien. Et ça, c'est précisément par c'est une distance participative, quoi, hein, qui permet une participation à la vie des êtres qui se déroule sous ses yeux. C'est le contraire de l'individu reflété par l'œuvre, hein, dont vous aviez parlé d'ailleurs. Ensuite, aussi Virginia, et vous avez dit il fallait qu'elle le soit. Génial, il fallait qu'elle le soit. Bon, ça c'est une partie de mon propos d'ailleurs. Mais moi je tiens à préciser que moi je ne vais pas cliniciser car je n'ai pas les moyens. Si je pouvais, je le ferais d'ailleurs peut-être, je ne sais pas. Mais mon propos est beaucoup moins fin que celui d'Isabelle au niveau des outils d'analyse. J'essaye au contraire de bousculer les choses. Et c'est d'ailleurs comme cela que notre projet de séminaire est venu. Isabelle avait des idées précises, comme elle vient d'en témoigner, au niveau de la méthode, j'entends, hein, au niveau de la méthode et des concepts. Et évidemment, c'est très productif pour la suite du séminaire. Et moi je disais, et si on prend le point de vue, si on prend le problème par l'autre bout, et d'ailleurs elle voulait aussi le prendre par l'autre bout, et carrément relancer la question du génie, que je vais essayer d'aborder à la fin de mon exposé, mais je vais y amener progressivement. Surtout qu'en fait je veux quand même resituer ce que vous savez, mais il ne faut pas le perdre de vue, car les tartes à la crème sont parfois fraîches et les évidences sont parfois oubliées. C'est la contextualisation de cette conception d'individu dont vous avez parlé au tout départ, juste avant votre exposé d'ailleurs en préliminaire, hein, c'est-à-dire le statut du moi aujourd'hui, la façon dont c'est un lieu commun qui est vraiment relève de l'histoire des mentalités aujourd'hui, ce que j'appelle le moi-moi, hein, et que j'appelle aussi plus politiquement l'individualisme minimal. La revendication de soi, être soi, etc. On est dans une inflation à cet égard qui va peut-être d'ailleurs, qui probablement, je pense que le séminaire aussi n'intervient pas à n'importe quel moment de l'histoire, qui va peut-être d'ailleurs prendre un sérieux coup dans l'aile et il était temps, grâce à la crise.